Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps et plonger dans un sujet fascinant. Entre 1939 et 1945, la France traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Occupée par l'Allemagne nazie, elle voit émerger des réseaux de résistance clandestins et des services de renseignement déterminés à soutenir les Alliés et à préparer la libération. Mais au-delà de cette guerre de l'ombre, nous allons aussi découvrir le rôle essentiel et souvent oublié des femmes. Pour en parler avec nous, Pierre et Jack, salut à vous. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Pierre, première question. Comment était organisé le renseignement français au début de la guerre ? Avant 1940, le principal service de renseignement militaire français s'appelle le 2e bureau. Il surveille les armées étrangères, anticipe les mouvements ennemis et même des opérations de contre-espionnage. Et c'est avec l'invasion allemande en 1940 que tout bascule ? Oui, la défaite face aux Allemands bouleverse le paysage du renseignement. Le général de Gaulle organise la France libre depuis Londres. Il crée la BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, pour coordonner les actions clandestines. Et du coup, concrètement, c'est quoi les missions du BCRA ? Collecter des informations sur l'armée allemande, les transmettre aux Alliés et organiser la résistance. Ok, et je crois Pierre que pour renforcer son action, la France ne travaille pas seule. Tout à fait. Elle collabore avec la SOE, Special Operations Executive, service secret britannique, créé pour soutenir la résistance. Et ils servent à quoi du coup la SOE ? Envoyer des agents pour transmettre des informations, organiser des sabotages et préparer les offensifs alliés. Oh, c'est dangereux ? Extrêmement. Les agents risquaient leur vie à chaque instant. Ils opèrent sous fausse identité, utilisent des documents falsifiés et des codes radio pour échapper à la Gestapo. Grâce à ces coordinations, le renseignement devient un outil stratégique indispensable, notamment pour les débarquements de Normandie. Certaines femmes ont-elles joué un rôle important ? Oui, parmi les agents, de nombreuses femmes ont joué un rôle crucial. À une époque où la femme a un rôle domestique dans la société, elles deviennent espionnes, opératrices de radio, messagères et organisatrices de sabotage. Un exemple à nous donner en particulier ? Violette Escabeau, cette jeune Britannique d'origine française, participe à des missions de sabotage. Arrêtée en 1944, elle meurt après avoir été déportée dans un camp de concentration. Il y en a d'autres ? Noor Khan, princesse indienne, transmet des messages secrets vers Londres pendant plusieurs mois. Sa mission est extrêmement risquée, car les transmissions radio pouvaient être localisées. Elle est également arrêtée et exécutée en 1944. Puis il y a Nancy Wack, surnommée la Souris Blanche, par la Gestapo, qui organise la résistance et participe à des attaques contre l'armée allemande. Malgré le danger, elle échappe aux nazis. Elles ont fait preuve d'un immense courage. Oui, totalement, elles ont été essentielles. Pierre, concrètement, quel est l'impact des renseignements généraux sur la libération de la France ? Le travail des services de renseignement ont permis de planifier avec précision le débarquement de Normandie en 1944. Les informations collectées ont facilité le sabotage, perturbé les communications allemandes et sauvé de nombreuses vies. La guerre se serait-elle déroulée autrement, sans cette résistance et ces services de renseignement ? Sans ces agents, hommes et femmes confondus, l'avance alliée aurait été beaucoup plus difficile et coûteuse. Leur courage a directement contribué à la libération de la France. Ce qui est intéressant, c'est que cet engagement des femmes ne se limite pas aux missions de renseignement ou de sabotage. Certaines ont aussi agi directement sur le terrain, au contact des survivants de la guerre. Et c'est justement ce que tu vas nous raconter, Jack, puisque tu souhaites nous parler du célèbre Escadron Bleu. L'Escadron Bleu était une unité de 11 jeunes femmes volontaires de la Croix-Rouge française. En 1945, à la fin de la guerre, elles parcourent l'Europe pour retrouver et rapatrier les prisonniers de guerre français et les survivants des camps de concentration. Elles conduisent des ambulances sur les routes détruites et parcourent des milliers de kilomètres en Allemagne et en Pologne. Qui dirigeait ces missions ? Ces missions étaient dirigées par la médecin Madeleine Poliak. Elle n'avait que 27 ans. Elle était considérée comme la chef, car à peine plus âgée que le reste des membres de son équipe. Elle participait à toutes les opérations, puis fut nommée responsable de l'hôpital français de Varsovie. C'est elle qui organisait les missions de secours et coordonnait les équipes d'ambulancières. Cette jeune docteure engagée dans la résistance dirigeait les opérations depuis la Pologne, où des milliers de Français étaient encore dispersés après la libération des camps. Et ce qui est frappant, c'est que les femmes agissaient à un moment très particulier de l'histoire française.
En 1944, les femmes françaises viennent toutes juste d'obtenir le droit de vote. Après des décennies de lutte, elles peuvent enfin participer à la vie politique du pays. Comme nous l'a raconté Pierre précédemment, pendant la guerre, certaines femmes vont déjà beaucoup plus loin en conduisant des ambulances, en sabotant les infrastructures ennemies, en soignant les blessés ou en participant à l'effort de guerre. Chaque ambulance de l'escadron bleu était composée d'une conductrice et d'une infirmière. Parmi les membres connus, Simone Saint-Olive, infirmière et conductrice. Micheline Revéron, infirmière. Jacqueline Héniger, conductrice d'ambulance. Cécile Stiflet, soins médicaux. Charlotte Pagès, conductrice. Avons-nous des témoignages de ces missions? Oui, l'infirmière Simone Saint-Olive écrit dans son journal une phrase très marquante. Les grands déportés sont dans un état indescriptible. Ils veulent mourir en France. Cela montre à quel point les survivants des camps étaient épuisés et traumatisés. Lors de ces rapatriements, les risques étaient-ils aussi élevés que pendant la guerre? Oui, énormément. L'Europe est encore très instable après la guerre. Les routes étaient détruites, certaines zones étaient minées et les tensions entre armées étaient encore fortes. Malgré cela, les ambulancières continuaient leur mission pour ramener les survivants chez eux. Mais toutes les femmes engagées dans la guerre n'étaient pas infirmières. Certaines étaient directement impliquées dans la résistance. Je voudrais ajouter d'autres exemples que ceux cités par Pierre. Pour commencer, la célèbre Jeanne Boëck, surnommée la plastiqueuse à bicyclette. Pourquoi ce surnom? Parce qu'elle était spécialiste en explosifs. Après avoir rejoint Londres pendant la guerre, elle reçoit une formation en sabotage. En 1944, elle est parachutée en Bretagne pour former les résistants à faire sauter les voies ferrées utilisées par l'armée allemande. Pour rester discrète, elle se déplace souvent à vélo d'un groupe de résistants à l'autre. C'est pour cela que ses camarades lui donnent ce surnom. Dans ses souvenirs, elle raconte « J'étais la seule femme instructrice de sabotage. Au début, ils étaient surpris, mais ils m'ont fait confiance. » Et tu nous as dit tout à l'heure que certaines femmes étaient même pilotes d'avion? Oui, et l'une la plus célèbre se nomme Maryse Bastier. Avant la guerre, elle était déjà une aviatrice exceptionnelle et détentrice de plusieurs records du monde. Pendant le conflit, elle participe à la formation de pilotes et soutient l'effort aérien français. Son parcours montre à la société patriarcale de l'époque que les femmes pouvaient aussi occuper des rôles techniques très exigeants dans l'aviation. Que deviennent les femmes de l'escadron bleu? Leur mission se termine lorsque les frontières de la zone soviétique se ferment. L'unité est dissoute et elles retournent à la vie civile en France. Beaucoup reprennent leur métier d'infirmière, de conductrice d'ambulance ou autre. Elles parlent très peu de ce qu'elles ont vécu. Madeleine Poliak décide de retourner en Pologne début 1946 pour aider des religieuses victimes de viols de soldats soviétiques et les enfants issus de ces viols. Elle meurt le 13 février 1946 dans un accident de voiture. Avant sa mort, elle avait déjà organisé l'évacuation et l'adoption en France de plusieurs bébés nés de ces violences. Elle est décorée à titre posthume pour son courage. Pour conclure, je vous dirai que ces histoires montrent que la Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement été une guerre de soldats. Aujourd'hui, le témoignage et l'action de ces femmes nous rappellent que l'histoire se construit grâce à des milliers de destins individuels, parfois longtemps restés dans l'ombre. Derrière les grandes batailles, il y avait aussi des femmes qui conduisaient des ambulances, formaient des résistants au sabotage, pilotaient des avions ou soignaient les survivants des camps. Les femmes de l'escadron bleu, Madeleine Poliak, Jeanne Boëck ou encore Maryse Bastier, représentent toute une chose, le courage et la détermination. Les femmes de l'escadron bleu ne cherchaient pas la reconnaissance publique et leurs missions sont progressivement tombées dans l'oubli de l'histoire officielle. Leur engagement a aussi et surtout contribué à changer la place des femmes dans la société française. On les en remercie. Merci à vous deux, c'était super intéressant. On espère que cela vous a plu et on se retrouve très bientôt pour explorer un nouveau pan de l'histoire.